artificial general intelligence is around the corner. I would say 5 years ago, I would never ever have dared to even mention it. 3 years ago, I would have said it's crazy. And découvrir la spécialité. Bonjour, bienvenue au salon Studirama Grande École. Je reçois Nora Larrette, responsable promotion de l'ESSI-GELEC, une école d'ingénieurs post-bac, je crois. Bonjour Nora. Bonjour Karine. Alors, l'offre de formation de l'ESSI-GELEC et les modes d'admission. Alors effectivement, l'ESSI-GELEC est une école post-bac, école en 5 ans, avec l'accès tout de suite après bac sur le biais du concours Avenir pour sa prépa intégrée. Et on reçoit également les détenteurs d'un niveau CPGE, donc classe prépa aux grandes écoles classiques, ou encore les admissions parallèles avec les DUT et BTS de nos filières de formation. Quels sont les grands champs et les grandes disciplines auxquelles vous préparez ? Alors, l'ESSI-GELEC, au départ, ça veut dire école d'ingénieur en génie électrique. Donc, le génie électrique, tel qu'on le conçoit au tout départ, si on devait le définir rapidement, c'est la production de l'énergie, son transport jusqu'à son utilisation au point P. Aujourd'hui, les champs d'application du génie électrique incluent également l'automatique, la robotique, les systèmes embarqués, les télécommunications et les technologies de l'information. Donc c'est un champ extrêmement vaste, ça va au domaine de la santé et de la finance. C'est donc des spécialités que vous proposez dans l'ensemble du cursus. Comment ça se construit au cours des années étudiantes ? Alors on a donc un premier niveau pour ceux qui nous rejoignent après bac pour la prépa intégrée. C'est une prépa, ça reste une prépa relativement classique, à ceci près qu'il n'y a pas de concours à la clé pour accéder au cycle ingénieur. En cycle ingénieur, nous avons jusqu'à bac plus 3, donc un cycle plutôt tronc commun. On rentre en spécialisation, si je puis dire, en choisissant une dominante à partir du bac plus 4. Et là, nos étudiants ont le choix entre 15 dominantes. 15, c'est assez rare pour être souligné, soit par la voie classique, soit par l'apprentissage. Encore une fois,
Les CGLEC, c'est des promotions de 400 à 450 étudiants en cycle ingénieur et une centaine d'entre eux font le cycle par apprentissage sur ces 15 dominantes. Alors sans génie électrique, on vit plus. D'ailleurs, on va commencer. Le coup de foudre, c'est de l'électricité. On ne vit plus. Quels sont les grands noms, les grandes entreprises du secteur qui ont besoin de vos diplômés formés au génie électrique? Alors, on peut en citer quelques-unes. Les grandes du CAC 40 sont effectivement bien connues de l'ECGLEC, qui connaissent bien l'ECGLEC. Les grandes de l'électricité au sens pur, comme EDF, Areva pour aller sur le nucléaire, Schneider Electric, Thales, Legrand pour rester dans l'électricité pure. Les grandes de la défense, du transport, que ce soit Thales, Siemens, Airbus, plutôt aujourd'hui Airbus, Safran, que puis-je vous citer encore d'autres noms des télécommunications, Orange évidemment, qui fait partie du conseil d'administration de l'école, d'autres noms des télécommunications et d'autres noms encore qui couvrent le secteur, parfois même du BTP comme Bouygues, n'est-ce pas? Et nous allons comme ça jusqu'à l'environnement de la santé, en passant par la finance, pour ce qui est de la finance analytique. Comme quoi, le génie électrique a eu ses lettres de noblesse. À l'avant, on affichait fièrement le génie électrique. Vous êtes une des rares écoles à avoir maintenu cette appellation dans votre intitulé. Mais il y a de gros besoins. Certes, ça a peut-être évolué, vous allez nous en parler, mais ça a beaucoup évolué. Mais il y a d'énormes besoins. Donc c'est judicieux d'aller vers le génie électrique. C'est même extrêmement judicieux parce que quand on voit les champs d'application du génie électrique, aujourd'hui on ne conçoit plus, même si on maintient et qu'on ne renie absolument pas nos racines du ELEC dans ECGLEC, il s'agit bien effectivement du génie électrique en commençant par l'énergie, les énergies même dirais-je, pas seulement l'électricité mais aussi les énergies renouvelables. Et les champs d'application, quand on lit notre slogan système intelligent et connecté, ça couvre tous les secteurs porteurs d'aujourd'hui et de demain, dans lesquels il y a de l'innovation, dans lesquels nous avons besoin d'ingénierie, et pas seulement pour faire uniquement d'électricité. Donc on couvre des domaines d'application très vastes, et c'est évidemment plus que judicieux, parce que les entreprises ne s'y trompent pas, et nos diplômés n'ont pas de mal à les placer. Les entreprises sont présentes dans nos conseils d'administration, mais interviennent aussi parce qu'on le souhaite et parce qu'on veut coller à l'évolution de leurs besoins. Elles nous aident à faire évoluer notre programme pédagogique. Donc, à travers ce contact permanent avec les entreprises, nous collons aussi à leurs besoins et nous formons les ingénieurs qui vont bien et qui sont donc forcément employables. Parfois même avant des diplômés, ils ont des propositions d'embauche. Donc oui, le génie électrique, c'est porteur. Oui, le génie électrique, on peut continuer à y venir parce qu'on y est d'abord le bienvenu et qu'on trouvera un emploi à la clé. C'est surtout ça le but des études finalement, c'est pouvoir en faire un métier et travailler dans des secteurs passionnants. Et le génie électrique, ça reste porteur. Alors à vous d'avoir le coup de foudre pour le génie électrique. Merci Nora. Avec plaisir, merci à vous. J'ai commencé à 1300 € net. C'est important de le dire parce ouais. que nous on reçoit tous les jours d'ingénieurs qui s'imaginent qu'ils vont être ingénieurs et qu'ils vont gagner des super salaires. C'est frustrant, c'est pas dire que c'est un super salaire. Non, mais c'est un premier salaire. C'était ma première boîte. J'y suis resté 6 mois. C'était à la suite de mon stage ingénieur où je mettais en place justement le fameux ERP. J'avais commencé en mars, fin du stage en juin. Donc là, j'avais enchaîné en CDD et j'ai terminé en décembre. Voilà. Après, j'ai accepté ce poste parce que j'avais commencé. C'était
C'était quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais pouvoir le marquer sur mon CV. Donc voilà, à l'époque j'étais célibataire, c'était du côté de, c'était à Cavan, donc j'habitais Perros-Guirec, l'immobilier est pas forcément très cher là-bas. Donc après voilà, faut aussi mettre ça dans la balance. Et maintenant, mon salaire n'est plus du tout le même. J'ai heureusement. Heureusement, j'ai évolué. Il y a un moment, je suis parti dans le sud, à Agen, où j'étais responsable bureau d'études et méthodes. Là-bas, j'avais un très bon salaire. J'en suis parti parce que je me plaisais. Thank you very much. Thank you for having me here. Thanks for the conference organizers for having me here. I want to thank you all for being here this morning early. So I want to talk about something that affects every single one of us involved in developing software. Our goal in our work is to deliver value to our clients. And we go to work with a good ambition of doing exactly that. But a lot of times what happens is that things kind of become really hard for us to manage when we have to deal with a lot of different issues, including one that I've felt with quite a bit is complexity. Well, I want to start by saying that when I was a child, I used to tell a lot of scary stories. Now I'm grown up, I just talk about programming. And that is as scary or scarier than what I used to say before. And I'm a consultant. I travel around the world. I work with companies in helping them deliver software. And what I'm going to talk about here for the next about 50 minutes or so is purely things I've observed personally, things I've come to realize based on what my own clients and various other companies I've worked with have actually seen and have been dealing with. And part of the reason why I want to talk about these things is if we can identify some of these issues when we go back to work, we can maybe avoid or at least work towards improving these things. Some of these are familiar to us, but a lot of times just because something is familiar doesn't mean we act upon it. A gentle reminder can help us a great deal to really nudge us towards the right direction. And so that's what I want to spend time on today is talk about things we can do and improve what we do in our work. Well, first of all, of course, we all heard these statements over and over and over. The only constant is change. Well, I work with a lot of companies, like I said, and when I go to companies, one of the things they want to tell me very quickly is, they say, Venkat, we are agile. And I always tell them, I'm so glad we got that out of the way. Now let's talk about what you actually do. And what I want to really ask the question is, what does it really mean to be agile? And I'm going to say the single most important thing for me when it comes to agile development is, are we really being adaptive? That's the most critical question to ask. It's not about stand-up meeting. It's not about Scrum Master. It's not about a lot of things we do. The question really to ask is, are we really adaptive? If we are not adaptive, then it doesn't really make any sense at all to say that we are agile. And I'm going to be saying that probably
Brasil. Saying that probably I'm a little ashamed of the tweet I posted, but it turned out to be the most unpopular tweet I've ever posted because it probably got the most number of retweets ever to the surprise of everyone that knew when I posted this. And the tweet is this, and my tweet was kind of random because I was actually having food with my children in a restaurant, and suddenly this thought came to me, and I tweeted this, and here's what I said. And I said, I've set the wedding date, I've not asked her out yet. This is how projects are managed. And if you really think about it, this is so true about how software projects are really done, isn't it? You're working on this project, and they tell me, we've decided on the scope, we decided when the delivery of the project is going to be, and then I look at them and ask them, then what's there to be agile? There is absolutely no sense in saying we are agile when we have decided all of these things up front, and yet we want to really be proud to say we are agile. I think agile is just the rewording of waterfall. It just makes it feel better to say it. So the question really is, if we really